bienvenue dans notre rendez-vous partenaire Handicap et Achat Responsable. Avec moi, Marianne Monchamp. Bonjour. Bonjour. Marianne Monchamp, vous êtes présidente de l'association Entreprises et Handicap et vous avez été ministre. Et en tant que ministre, d'ailleurs, vous avez porté une des grandes lois sur le handicap, la loi de 2005. Alors ma première question est assez simple. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est en termes d'insertion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise? Alors, ça avance. La société française et les entreprises ont compris le message du législateur de 2005. Elles l'ont compris pour deux raisons. D'abord parce que ce message, il était quand même un peu coercitif. Il touche au portefeuille. Il touche au portefeuille. Donc la discrimination positive, on a beau dire, on peut la contester, mais elle fonctionne. Et aussi par conviction, parce que les entreprises ont vu comment, en intégrant, en proposant de l'emploi à des personnes en situation de handicap, soit de l'emploi direct, c'est par le recrutement, soit effectivement dans des partenariats avancés avec le secteur protégé, on pouvait d'une certaine manière modifier le visage de l'entreprise. Et cela, je crois, que celles qui se sont le plus engagées l'ont parfaitement mesuré. Mais comme toujours, dans un constat, après avoir tressé des couronnes de laurier, je crois qu'il faut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Tout de même, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui en France, les entreprises qui font le choix de n'employer aucune personne handicapée par volonté, par conviction ou par bêtise, elles sont de moins en moins nombreuses. Et cela, c'est évidemment un critère très intéressant. Alors, ensuite... Justement, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a pas mal d'entreprises, on a ce retour, qui aimeraient embaucher des personnes en situation de handicap, mais qui ne trouvent pas. Est-ce que ces entreprises, aujourd'hui, elles ont le réflexe de faire appel au secteur protégé? Alors, c'est là tout l'intérêt du salon que, effectivement, LVMH, les Échos mettent en œuvre, et j'en suis persuadée qu'il va avoir des effets de levier très importants. C'est que le secteur protégé peut souffrir encore d'une image un peu traditionnelle. On a tous en tête, vous savez, la sempiternelle image de la carte de vœux ou des fournitures ou des espaces verts, qui sont cependant des services appréciables, mais qui font l'objet en plus d'une mise sur le marché par, je dirais, des effets de levier extrêmement petits, avec la crainte que les coûts ne soient trop élevés. Et parfois, les entreprises, il faut le dire, leurs services achats, surtout, ignorent les vertus du recours au secteur protégé. Donc, on peut en effet faire le constat qu'aujourd'hui encore, on peut améliorer la situation de l'emploi sur ce terrain-là en faisant savoir et en permettant à ces métiers qui sont tellement structurants dans les entreprises, sont les métiers des achats, de se tourner vers le secteur protégé. Et aujourd'hui, on a la qualité avec le secteur protégé. Alors, le secteur protégé a véritablement réussi une prouesse. La prouesse, c'est de tenir dans un contexte économique particulièrement difficile. Quand on regarde en France la fragilité de nos entreprises, le taux effectivement de cessation d'activité, de faillite d'entreprises, de dépôt de bilan, tenir le pari de continuer à fonctionner sur un modèle aussi original que celui du secteur protégé. Je rappelle qu'il est double. Il y a le secteur protégé qui est en fait un secteur médico-social où l'accompagnement de la personne compte tout autant que le travail qu'elle fait. C'est indissociable. Faire que la vie soit possible, la vie au travail soit possible par un soutien et en même temps, effectivement, produire, obtenir un résultat. Et puis, les entreprises adaptées, qui, elles, sont beaucoup plus proches du modèle économique de l'entreprise, qui sont sur des marchés beaucoup plus concurrentiels, mais qui doivent, malgré tout, réussir cet exploit économique de fonctionner avec des performances qui peuvent être un peu plus discontinues. C'est ça. Les ESAT et les EA. Et les EA, pour reprendre la terminologie en vigueur. Je crois que tout cet environnement s'est comporté de telle sorte qu'aujourd'hui, ce secteur peut revendiquer d'avoir passé le plus dur des crises économiques en étant toujours présent. Je ne dis pas que c'est simple. Et chaque fois que les partenariats avec les entreprises ordinaires, celles qui achètent, ont été des partenariats durables et des partenariats responsables, chaque fois le secteur a été, si je puis dire, économiquement protégé. En revanche, la discontinuité du comportement des partenaires commerciaux fragilise le secteur. Mais il y a une chose qu'à mon avis, les firmes, les entreprises doivent encore découvrir du secteur protégé. C'est toute cette capacité du secteur protégé à présenter un modèle social extrêmement innovant. Et je ne suis pas tout à fait persuadée qu'encore
les firmes aient découvert la magie et l'intelligence de ce modèle incomparable qu'est celui du secteur protégé et adapté. Donc aujourd'hui, il se professionnalise. Est-ce que vous diriez qu'il se développe et qu'aujourd'hui, il couvre à peu près l'essentiel du marché? Je pense que dans le partenariat avec les entreprises françaises, on a une offre qui est étendue. Naturellement, nous n'ignorons pas que l'économie française, elle se transforme en même temps. Et que les nouvelles opportunités économiques, je pense à tout ce qui se passe dans les écosystèmes, je pense à ces phénomènes que sont les start-up, que sont les pôles de compétitivité. Moi, je serais bien curieuse de savoir sur ce sujet comment ces nouvelles organisations économiques vont se comporter avec le secteur protégé et adapté. Il va falloir sans aucun doute les pousser à être innovantes dans ce domaine et peut-être à tirer des enseignements de ce modèle incroyablement moderne qui est celui du secteur protégé et adapté. À tel point d'ailleurs qu'on entend dire que certains grands groupes prennent des participations carrément dans des établissements. Mais ils ont bien raison de le faire. Une vraie reconnaissance. Ils ont bien raison. Une reconnaissance et je dirais, si vous me permettez, une intelligence économique. Ouais. Parce qu'il s'agit là de recréer ces écosystèmes dont on parle tant, où effectivement des entreprises, grandes et petites, apprennent à travailler ensemble et à tirer le meilleur profit les unes des autres. Pour moi, c'est ça le modèle de demain. Et c'est le pas qu'il nous faut franchir. Alors justement, c'est le pas qu'il faut franchir. Vous disiez au début, c'est mieux, mais peut mieux faire. Alors, est-ce que vous auriez une ou deux préconisations? Alors vous avez été une femme politique, vous avez été ministre. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux encore? Mon idée, si vous voulez, c'est que maintenant, il faut que l'entreprise ordinaire interroge son organisation. Vous voyez, on a beaucoup mis l'accent sur l'accessibilité. On a beaucoup mis l'accent sur le fait qu'il fallait que la personne en situation de handicap puisse passer la barrière de l'entreprise ordinaire ou bien que l'on puisse contracter avec elle dans les contrats que les entreprises passent avec le secteur protégé et adapté. Là maintenant, je crois qu'il faut que les entreprises intériorisent leurs pratiques, qu'elles se posent la question de savoir quels sont les processus qui produisent de la discrimination. Et ils existent. Les fonctions support dans les firmes, elles ont une responsabilité. Quand un acheteur ne sait pas voir l'intérêt du secteur protégé, il discrimine l'achat responsable dans ce domaine. Quand une fonction RH garde ses mécanismes de recruteurs traditionnels, elle provoque des discriminations, parfois très lourdes et parfois irréparables vis-à-vis... Dans le suivi des carrières après. Ouais. Voilà. Et vous avez, si vous voulez, je crois, à ce stade, la nécessité d'aller vers une intelligence de droit commun. Je ne sais pas s'il faut faire la Xème loi sur le sujet. Ce dont je suis absolument certaine, c'est que dans la conception même du droit ordinaire, celui qui s'applique à tous, et en l'occurrence notre droit du travail, nos codes des marchés publics, notre droit commercial et droit des sociétés, qu'il faut inclure cette préoccupation de la diversité humaine et naturellement de la responsabilité en ce domaine. Dernière question, vous l'évoquiez tout à l'heure, on est à quelques jours du premier salon handicap et achat responsable. Qu'est-ce que vous en attendez le plus de ce premier salon? Moi, j'en attends un formidable effet de levier. Seront réunis sur ce salon l'ensemble des parties prenantes. Des promoteurs, dont le nom est évidemment tout à fait emblématique de l'excellence française, mais également des parties prenantes, entreprises qui s'associent à cette démarche. Il y a la Société Générale, il y a EY et tant d'autres. Le secteur protégé et adapté lui-même, qui sera là pour montrer son savoir-faire et pour montrer l'excellence et l'originalité de son modèle. Les associations de personnes handicapées, je pense à l'UNAPI, je pense à l'APAJH, je pense naturellement à l'APF, qui est extrêmement en avance, qui est un fer de lance, elles le sont toutes les trois, dans la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Eh bien, sur ce lieu unique et prestigieux, vont se retrouver ces parties prenantes. Et elles vont pouvoir, pas simplement se croiser, elles auront le temps du débat, le temps du dialogue et le temps de l'inscription dans la durée d'un engagement en citoyenneté. Voilà ce que je pense de cet événement et je suis absolument certaine, à la condition qu'il devienne un rendez-vous, qu'il éclairera, qu'il jalonnera le chemin qui nous reste à faire vers le droit commun. Marianne Monchamp, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour un prochain rendez-vous partenaire.